bienvenue dans le forum. Mamadou Dem est notre invité. Mamadou Dem, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue des migrations et vous êtes aussi le président de Kissal Sénégal, un parti politique. Tout à fait. Un chef de parti qu'on ne voit presque pas sur le terrain politique, c'est bizarre, non? Non. Chaque chef de parti a sa méthode. Sa méthode d'animation, sa méthode de sensibilisation et sa méthode de popularisation de ses idées. Lorsqu'un parti politique se crée, il crée donc ses propres instruments de communication. Nous ne sommes pas absents du débat politique, mais nous avons notre manière d'exister, qui est d'aller au plus près des populations. Faire de la proximité. En fait, c'est de la proximité que nous faisons. Cette proximité, souvent, passe inaperçue au niveau des médias, mais nous sommes certains de toucher un public. Et que le public que nous touchons est généralement un public acquis. C'est-à-dire que lorsque nous faisons, comme le font certains partis politiques, de grands meetings, où il y a des tas d'initiatives de personnes qui viennent répondre sans pour autant être certains que ces populations adhèrent aux idées du parti. Donc nous avons voulu procéder autrement, donc d'aller au corps à corps avec la population. Qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Est-ce que c'est par manque de moyens financiers? C'est à la fois un parti politique qui se crée dans un contexte économique et social qui n'est pas évident, et où la culture politique sénégalaise fait que les militants n'ont pas l'habitude de faire vivre leur parti. C'est le parti qui entretient les militants. Donc nous avons voulu procéder d'une autre manière pour montrer qu'un parti peut vivre à partir de ses militants et avec ses militants, dans la limite de ses moyens au départ, qui sont des moyens faibles, qui ne sont pas des moyens colossaux, compte tenu que l'enjeu et le défi que nous avions lancé fait que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que Kissal existe. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un projet politique construit à partir et pour la diaspora et en direction du pays. C'est que lorsque nous avons d'ailleurs lancé la conférence en 2007, au mois de mai. Je précise que le parti a été créé en 2007. En 2007. Ouais. Donc nous avons lancé la première conférence de sensibilisation et d'information de nos compatriotes au mois de mai 2007. À cette époque, beaucoup de gens nous ont regardés avec candeur, en disant que c'est fou des gens. On crée un parti politique à l'extérieur du pays. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous avions pris en compte les enjeux que représente la diaspora du Sénégal dans la problématique économique et sociale du pays, le rôle de cette diaspora, la place de cette diaspora dans la stabilité économique et sociale du pays, mais le manque de lisibilité de cette diaspora dans l'ensemble des instances de décision du pays. D'accord, on reviendra sur tout cela, mais d'abord, qui sont vos militants? Nous sommes des militants de toute origine culturelle. C'est vrai que quand j'ai lancé le mot du parti, moi étant d'origine Peul, que le nom du parti étant Peul, j'ai tout de suite été catalogué comme un parti des Peuls, comme d'habitude. Ouais. À chaque fois qu'un Peul crée un parti, on dit que c'est un parti des Peuls. Alors que les autres communautés, les autres compatriotes sénégalais... Ah, on avait dit cela aussi pour le Bersania, on disait que c'est le parti des Casamancés. Hein. Lorsqu'ils créent un parti, on dit que c'est un parti des Casamancés ou des partis des Peuls, alors que d'autres, lorsqu'ils créent des partis politiques, on ne les renvoie pas à leur communauté linguistique. Donc moi, lorsque j'ai lancé le parti, j'ai assumé le fait que je sois Peul. J'ai assumé le choix de dénominer le parti en Kissal Sénégal. C'est-à-dire Kissal Ça signifie donc le bien-être des Sénégalais. Donc je crois que lorsque les Sénégalais atteignent un bien-être, c'est qu'ils sont en capacité de résoudre leurs problèmes. Ils sont autonomes. Ils sont en capacité de satisfaire à leurs besoins les plus immédiats ou à moyen long terme. Donc Kissal vise cet enjeu-là. Ouais. Aujourd'hui, nous avons des Soninké, des Diola, des Mandjak, qui sont membres de Kissal Sénégal, des Wolof. Mais vous considérez que ce sont des électeurs captifs, hein? Non, ce n'est pas des électeurs captifs, c'est des gens qui sont membres de la diaspora, qui ont eu accès aux documents écrits de Kissal Sénégal, qui ont eu accès aux différentes émissions radiophoniques que j'ai eu à faire, notamment par l'intermédiaire des radios Internet, parce qu'il y en a beaucoup. Et il se trouve que grâce à ces radios, Kissal est très connu, tant au temps de la diaspora qu'au niveau de notre pays. Mais concrètement, depuis 2007, à part ces visites de proximité, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons créé plusieurs sections. Au-delà de faire des visites sections auprès des gens, nous avons créé des sections. Notre travail était un travail de création de sections. Mais pour le moment, on ne connaît que Mamadou Dem dans ce parti. En France, nous avons plus d'une trentaine de sections. En France. Nous avons une grosse fédération qui va se mettre en place dans pas longtemps, parce que le parti est dans une structure bicéphale. Le président, il est en France,
mais le secrétaire général est au pays, au Sénégal. Il s'appelle comment? Donc il s'appelle Abdoulaye Gueye. Il est au Sénégal. Donc au Sénégal, donc, nous sommes implantés autant à Dakar que dans la vallée du fleuve Sénégal, que dans la région d'Akazon et la région Sénégal orientale. Donc dans la diaspora, nous sommes en France, nous sommes en Belgique, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. Le Sénégal vous apporter Sénégal, de différents par rapport à ce qui se fait en politique au le Sénégal. développement de la démocratie participative, qui n'existe pas aujourd'hui. La capacité pour les Sénégalais de décider, de créer une nouvelle dimension de la politique où l'élu sera obligé de rendre compte de son mandat. Il y a un déficit pour le moment au Sénégal dans ce domaine. L'élu ne rend pas compte de son mandat. L'élu ne fait pas de bilan de son mandat. Aussi, une problématique nouvelle en matière de communication et d'échange avec le peuple sénégalais qui dit que les Sénégalais devront apprendre à travailler pour et par leur langue nationale. Parce qu'il est inadmissible que le fonctionnement des institutions de la République se fait dans des langues que la majorité du peuple ne comprend pas. Mais c'est une langue qui fédère aussi. Hein. Elle ne fédère pas, c'est une langue coloniale, à notre avis, qui aujourd'hui elle est utilisée par une nomenclature qui trouve son pouvoir au détriment de la majorité du pays. C'est l'échec du système scolaire, hein, parce que le système scolaire n'a pas réussi quand même à... Pas forcément, parce que le système scolaire sénégalais aurait pu être créé à partir de la nationale. Il n'y a que l'Afrique noire, qui continue à enseigner ses enfants dans les langues et les cultures des autres. La quasi-totalité des pays du monde enseignent leurs enfants dans leur langue et culture. Parce que dans tous les pays du monde où il y a des ruptures d'identité... Mais certains objecteront en disant qu'il n'y a pas un rapport mécanique entre langue et culture. Hein? Mais si, ouais. Parce que la langue véhicule la culture. La langue est le chemin par lequel on accède à la culture. Donc lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de lien mécanique entre la langue et la culture, c'est qu'on passe à côté. Donc je crois que fondamentalement, pour que le Sénégalais devienne Sénégalais, s'ancre dans ses valeurs sénégalaises, plurielles, il faudrait que donc, qu'à partir des enjeux que constitue la diversité culturelle, économique, sociale et linguistique de notre pays, la diversité des territoires, la diversité des terroirs, la diversité humaine, qu'on soit en capacité de construire et de bâtir un projet politique. Pourtant, des efforts sont en train d'être faits pour l'introduction des langues nationales dans le système éducatif sénégalais. Je constate qu'il y a un ministre de l'Éducation nationale qui, depuis qu'il est ministre de l'Éducation nationale et des langues nationales, n'a jamais porté un projet concernant les langues nationales. N'a jamais mis en place une problématique culturelle et institutionnelle en faveur de la valorisation et de la promotion des langues nationales. Aujourd'hui, ce sont des associations au Sénégal qui travaillent pour la valorisation et la promotion des langues nationales. C'est vrai qu'il y a un département de l'alphabétisation qui vise à mettre en place... Mais qui n'a même pas, je crois, plus d'1% de budget. De moyens, mais qu'en fait, cette alphabétisation, il est destiné au monde paysan. Ouais. C'est-à-dire qu'utiliser l'alphabétisation fonctionnelle, donc en rapport avec les sociétés d'État comme la SAIED, la SODEVA ou la SOMIVAC ou la SODEVITEX, pour que les paysans puissent accéder à un certain nombre de connaissances qui leur permettront de mieux accroître leur capacité de production agricole, dans l'objectif d'accroître la production agricole sénégalaise. Mais que l'objectif à long terme et à moyen terme d'utilisation des langues nationales dans le système éducatif sénégalais n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour, parce que tout simplement, ceux qui sont là n'y trouvent pas leur intérêt à mettre ça en place, parce qu'ils croient que en retournant vers les langues du peuple, vers les codes de communication du peuple, qu'ils se rabaisseraient, alors qu'ils auraient à grandir en parlant au peuple et en parlant avec le peuple. Donc on revient sur Kissal Sénégal. Vous situez dans quel bord politique? Nous sommes dans le centre-gauche. Nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous avons signé donc, les actes donc, des assises nationales. Nous avons signé la charte de bonne gouvernance. Parce que... Mais pourtant, Benno organise souvent des manifestations, mais on ne vous voit presque pas. Non, on n'a jamais été sollicité, on n'a jamais été invité. Vous n'avez jamais été invité? Les gens de Benno savent qu'on est là, ouais. Mais ils ne nous ont jamais invités dans leurs manifestations. Pourtant, vous pourriez aller vers eux aussi. Hein? Donc, nous allons vers Benno. Seulement, quand j'ai rencontré Dansoko, ouais. Pour l'informer en tant que responsable du PIT, à l'époque, pour l'informer de la création de Kissal, parce que je l'ai rencontré en France, je lui ai remis les documents organiques de Kissal Sénégal. Donc il m'a posé la question de nous. Est-ce que nous allons adhérer à Benno? Je lui ai dit que nous sommes désireux d'adhérer à Benno, mais nous souhaiterions avoir le maximum d'informations pour savoir où nous mettons le pied. Nous n'avons pas reçu en contrepartie cette information. D'où nous attendions de Benno pour qu'il crée un cadre de concertation des partis d'opposition. Donc nous sommes désireux d'aller à Benno et nous irons à Benno, mais à condition que nous ayons les éléments d'information nécessaires à savoir où on met nos pieds. Voilà. Donc, mais nous avons rencontré un certain nombre de leaders politiques qui sont tous de Benno. C'est ceux que nous avons rencontrés. J'ai rencontré Bachili quand il est venu
ici en France. J'ai même assisté à son meeting à la Bourse du Travail, Ouais. et on m'a donné donc la parole en tant que responsable de parti. J'ai eu à rencontrer Macky Sall 2 fois, où nous avons discuté des problèmes du pays et des problèmes des rapports entre nos 2 partis. Donc, je ne suis pas inconnu. Je ne suis pas inconnu, parce que les fédérations, dans un certain nombre de partis en France, font tout pour essayer de trouver des rapprochements entre Kissa Sénégal et nos partis. C'est ce qui a fait. Et quelle est votre position par rapport au débat sur la candidature unique ou plurielle au sein de Benno Siggil Sénégal? Je suis contre la candidature unique. Pour moi, elle est réductrice des capacités de victoire. Aujourd'hui, il y a un débat au Sénégal, même au sein de la majorité présidentielle, de dire que est-ce qu'il faut changer le système électoral, d'aller en seul tour à 2 tours. Je suis persuadé qu'une des raisons pour laquelle le gouvernement hésite d'aller en tour à 2 tours est liée à la capacité de choix des candidats de Benno Siggil sur la candidature plurielle ou unique. Je suis persuadé, et ça je suis prêt à parier là-dessus, que le jour où Benno Siggil aura décidé de manière définitive, par un congrès réunissant tous les partis, qu'ils vont vers un candidat unique et que ce candidat a été déterminé, Wade va modifier la Constitution pour instaurer un seul tour, de telle sorte qu'à ridiculiser Benno pour l'amener à se dédire par rapport à cette problématique du candidat. Donc, or, Benno ayant déjà choisi son candidat unique, ne pourrait pas se dédire aux yeux des Sénégalais. Et que là, Wade aura toutes les chances à remplir une deuxième fois. Mais je suis sûr et certain, compte tenu de l'environnement international, de ce qui se passe actuellement dans le monde, avoir une candidature plurielle est une capacité d'intégrer de Wade, d'avoir des pressions sur Wade. Vous faites de la météo politique là, Ce n'est pas de la météo politique, c'est une réflexion très réfléchie et mûrie. Je suis sûr et certain que s'il y a une candidature plurielle, on aura beaucoup plus de choses à faire. Il y a aussi à juger sur des candidats potentiels. Les candidats potentiels aujourd'hui au sein de Benno, que sont Tanor Dieng, Macky Sall ou Moussa Fagnas, qui pour le moment ne disent pas ce qu'ils ont dans le ventre. Et ce qui donc rend les choses beaucoup plus compliquées. Des partis intermédiaires. Et comme vous êtes favorable à la pluralité des candidatures, est-ce que vous serez candidat en 2012? Si nous ne trouvons pas un terrain d'entente entre les objectifs politiques de Kissa Sénégal et ceux de notre parti, qui est en capacité d'amener vers la victoire, nous nous présenterons à la présidence. Vous serez en mesure de trouver presque 200 millions de francs CFA. C'est pas compliqué. Ah bon? Pour nous, à Kissa, ce n'est pas un problème. Comment parviendrez à trouver cette somme? À travers nos militants, parce que tout simplement, comme je vous ai dit tout à l'heure, la démarche de Kissa, c'était de construire un parti sur la base de militants solides, sûrs, qui adhèrent au projet et non pas qui viennent pour des raisons alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de le prouver et de le dire. Aujourd'hui, à partir de la seule France, nous sommes 4852 militants de Kissa Sénégal en France qui ont connu. Mais c'est trop insuffisant parce que vous risquez d'être un parti ramasse-miettes parce qu'on ne vous connaît pas, mon Dieu. Laissez-moi terminer. Sur mes 4852 membres de France, 3000 d'entre eux sont prêts à cotiser chacun 70 €, ça fera 210 000 €, qui permettra donc de financer donc la caution. Ça c'est sûr et certain. Donc j'ai cette certitude-là. Une fois que nous allons vers la campagne présidentielle, je me retournerai vers mes militants des États-Unis, de l'Allemagne, de la Belgique et de l'Italie, et ceux qui sont en Thaïlande et en Chine, donc d'assurer l'autre partie qui couvrirait donc la problématique. Il n'y a pas un parti inconnu ou un parti méconnu. Il y a la manière de faire de la politique. Ouais. Il y a la manière de communiquer avec le peuple sénégalais. Ouais. Il y a la façon d'aller en direction des gens. Il y a la manière de les respecter, de les convaincre sur le discours politique et le projet pour lequel on construit pour la nation. On peut être connu et aller donc aux élections et être oublié dans la farine. On peut être méconnu, mais parce que les grands médias ne se sont pas intéressés à nous, parce que peut-être nous ne sommes pas porteurs de moyens suffisants, parce qu'on sait comment ça se passe. Comment ça se passe dans une problématique politique. Comment ça donc se passe? En communication, il faut beaucoup de moyens financiers. Les moyens financiers que nous avons, que nous allons avoir, au lieu d'aller vers de financer des agences publicitaires, nous préférons les mettre dans le financement de projets de développement local en direction de nos villages et de nos communautés, de nos quartiers. Alors, les projets dans les villages et les quartiers dans nos villes. Nous croyons qu'en aidant les différents villages dans des besoins prioritaires qui les préoccupent, c'est le moyen le plus adéquat et le plus pertinent comme processus de communication avec notre peuple. Lorsque nous arrivons en tant que parti politique qui n'a pas encore accès au pouvoir, mais qui déjà par ses propres moyens arrive à trouver des solutions aux problèmes quotidiens auxquels sont confrontés nos compatriotes sénégalais, il n'y a pas meilleure manière de communiquer avec notre peuple. Alors, Wade doit-il être candidat en 2012? Non. Ah bon? Non.
eu égard à deux raisons. Ouais. La constitution sénégalaise, telle qu'il avait même reconnu lui-même, l'empêche de se représenter. Il dit le contraire. Hein. Mais il l'a dit qu'il ne pouvait pas se représenter. Mais ce Wade, il dit et redit. Mais je suis persuadé qu'il ne doit pas se représenter. Deuxièmement, c'est vrai qu'aucune loi du Sénégal n'empêche Wade, malgré son âge, de se représenter. On n'a pas de loi au Sénégal qui font la limite d'âge en matière d'accès à la politique, ni en matière d'éligibilité. Mais je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de sa situation personnelle, le président de la République devrait d'abord rechercher l'intérêt de la nation du Sénégal et non pas son orgueil. Sa situation personnelle, c'est-à-dire compte tenu de sa capacité en tant que personne aujourd'hui assez âgée, qui n'a plus les forces qu'il avait auparavant, qui n'est pas en capacité d'être réactive par rapport à cette problématique d'urgence, compte tenu aussi de son état de santé, qui est une autorité publique. Tout le monde sait, je crois que pour rendre service à la nation, le président de la République devrait donc rechercher, voir l'intérêt supérieur de la nation et non pas son orgueil personnel. Alors, le Sénégal a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, mais a ménagé la Gambie qui soutient la rébellion. Ça, c'est une certitude. Est-ce une bonne méthode, ça? J'aurais exprimé des relations diplomatiques autant avec la Gambie que l'Iran. Tous les pays qui sont autour de la Casamance, qui soutiennent la rébellion, le gouvernement du Sénégal devrait avoir le courage nécessaire pour dissuader ces populations, ces gouvernements-là, d'encourager la rébellion à faire ce qu'elle fait. La Gambie, c'est une autorité publique, soutient donc la rébellion. La Guinée-Bissau, c'est une autorité publique, elle soutient la rébellion, parce qu'il y a entre la rébellion en Casamance et ceux en Gambie et en Guinée-Bissau une problématique d'un État mandé, que beaucoup voudraient mettre en place. Donc, dans un processus d'adhésion à une zone forestière qui continue tout le processus jusqu'au Libéria en Sierra Leone. Donc, la reconstitution de cet État mandé, qui couvrirait une grosse partie de la Guinée-Bissau, de la Gambie, une bonne partie de la zone forestière de la Guinée-Conakry et allant jusqu'en Sierra Leone et en Libéria, voilà le rêve d'un certain nombre de mouvements qui aujourd'hui gravitent dans cette zone. Mais ça va déstabiliser tout le monde. Parce que si cet État se crée, il n'en restera pas là, parce que d'autres régions du monde, qui ont les mêmes communautés de vie, les mêmes communautés culturelles, les mêmes appartenants communautaires, voudront faire comme cela. Cela signifie la dislocation de nos États et de nos pays, qui sont déjà des États balkanisés, qui sont construits artificiellement. Donc le gouvernement du Sénégal, en tout cas à mon sens, devrait avoir le courage de rompre ses relations diplomatiques avec la Gambie. On prend ces relations diplomatiques avec la Gambie, on le serait quand même des frontières. Les frontières seraient comme des passoires. Hein? Ça dépend. Ça dépend, parce que la Gambie, un pays enclavé, n'a pas forcément les moyens qu'il veut se donner. Ouais. Mais le Sénégal est un pays qui est beaucoup plus trop soucieux de son image internationale, de son aura internationale. D'ailleurs, l'une des problématiques politiques au pays, c'est ça. Donc nos dirigeants ont tendance à beaucoup plus valoriser la visibilité extérieure que la capacité à résoudre les problèmes internes du pays. Et le problème de la Gambie est année 1. Donc rompre des relations diplomatiques avec la Gambie alors que les deux peuples sont très proches culturellement, ça pose problème, Mamadou Demba. Moi non, pourquoi ça pose problème? Pourquoi ce qui est possible de le faire avec l'Iran n'est peut-être pas possible? Parce que la Gambie, il ne faudrait pas voir la Gambie en tant que peuple. Le peuple gambien, dans sa majorité, ne cherche pas un conflit avec le Sénégal. Mais les dirigeants gambiens, dans leur majorité, ne sont pas des amis du Sénégal. Les Gambiens ne sont pas des amis du gouvernement sénégalais, mais pour sanctionner ces dirigeants, il ne faut pas aussi condamner tout un peuple. Il y a une fois, on m'a posé une question qui allait dans ce sens, qui touchait la problématique israélo-palestinienne. Quand on m'a dit que les bombardements palestiniens sur Israël touchaient un peuple innocent, j'ai refusé cette notion d'innocence. Parce que le peuple israélien soutient son gouvernement, quelles qu'en soient ses activités et quelles qu'en soient les conséquences. Lorsque le peuple gambien, dans sa majorité, fut-elle fictive, soutient le gouvernement gambien dans sa démarche de déstabilisation du Sénégal, il faudrait que ce peuple assume son soutien à ses dirigeants. Et que le gouvernement du Sénégal devrait prendre une décision en conséquence. De telle sorte que le peuple gambien soit en capacité de réfléchir avant d'accorder un quelconque soutien à ses dirigeants qui ne sont pas là forcément pour les objectifs et les intérêts du peuple gambien. Est-ce que très sérieusement, Mamadou Dem, rompre des relations diplomatiques pour amener le Sénégal à
à vaincre la rébellion en Casamance, vous pensez? Non. Non. Mais vis-à-vis de la Gambie, rompre les relations diplomatiques ne suffit pas. Il faudrait d'autres moyens de coercition. Compte tenu de la dépendance de la Gambie. Par exemple? Écoute, un blocus économique. Parce que la Gambie étant un pays enclavé, l'ensemble de ses moyens ressources passent par le Sénégal. Donc il faudrait retrouver une solution par rapport à cela. Avoir le courage politique de prendre des décisions dans ce sens. Ça, c'est le premier élément. Par rapport à la rébellion casamançaise, j'estime qu'il y a trop d'acteurs qui interviennent sur ce sujet et qui n'ont aucune prise sur la réalité de ce sujet-là. Et pourtant veulent parler au nom de la Casamance. En premier lieu, les enfants de la Casamance, qui ont gravité autour d'Abdoulaye Wade, qui ont gravité autour d'Abdou Diouf, chacun se prévalant du rôle d'être en capacité de parler avec la rébellion. Alors que le conflit de la Casamance est devenu un conflit alimentaire, un moyen de survie politique et financier. Donc autour d'Abdoulaye Wade, beaucoup de gens se sont engraissés, disant à Wade qu'ils sont en capacité de résoudre, utilisant de l'argent pour pouvoir donc aller vers la résolution de la Casamance. Ça a été la même chose avec Abdou Diouf, mais ça n'a jamais résulté. Quels sont les liens que les enfants de la Casamance ont avec la réalité de la Casamance? Les cadres casassés qui vivent à Dakar, les grands intellectuels, qui se disent aujourd'hui des casassés, quels sont leurs liens, ou bien quelles sont leurs complicités objectives, non dites, avec la rébellion? Parce que c'est de deux choses l'une. Ou ils ne sont pas d'accord avec la rébellion, les choses se sont réglées depuis longtemps, ou il y a une complicité objective, mais ils ne veulent pas que ça se sache, dans une démarche à long terme, pour ne pas donc perdre la face lorsque la Casamance aura accédé éventuellement à son indépendance. Ces cadres-là n'auront pas perdu la face par rapport, ne seront pas considérés comme des traîtres. Donc il y a cet enjeu-là aussi qui est là. Mais il y a un autre élément qui est important dans ce processus de compréhension de la crise casamançaise. Elle n'est plus que de la rébellion. La Casamance est devenue une zone de trafic, une zone de narcotrafic. Et que l'une des raisons aujourd'hui qui empêche la résolution du conflit est liée à ce changement de statut de la Casamance qui est devenue une zone de narcotrafic. Et que la rébellion est liée à ce narcotrafic. Et qu'il y a un certain nombre d'acteurs politiques au Sénégal, et même militaires, qui sont liés à ce narcotrafic, qui n'ont pas intérêt à ce que ce narcotrafic cesse. Voilà le problème de la Casamance. Il y a un tel trafic actuellement en Casamance que ceux qui vivent ce trafic ne veulent pas la paix en Casamance. La solution, ce n'est donc pas pour demain. Hein? Elle est très difficile, mais elle n'est pas irrésoluble. Elle n'est pas insolvable, à condition que de part et d'autre, qu'on trouve une problématique politique à l'échelle de la Constitution nationale pour recréer les conditions d'une administration territoriale qui reprendrait en compte les besoins de ces casassés qui, au départ, n'étaient pas des questions de souveraineté. C'était des questions de respect d'identité culturelle quand le mouvement a été lancé à l'époque. Ça, ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Hein? C'était ça au départ. C'est la gestion urbaine de ce conflit. C'est plus récent, ça. De ce néo-urbain, depuis le début, lorsque le mouvement a été lancé, oui, avec la protestation des Diola et un certain nombre de populations forestières qui sont là-bas, qui voyaient le mouvement de la colonisation rurale vers la Casamance, parce qu'il y a eu deux grandes opérations de colonisation rurale. Une colonisation rurale vers la Casamance et une colonisation rurale vers la vallée du fleuve Sénégal, notamment autour du delta, en créant donc des zones pilotes d'économie agricole autour du delta, de Ronch, Bundung, Kassak Sud, Kassak Nord, concernant la vallée du fleuve Sénégal, et de la même chose vers la Casamance, et que les populations qui venaient du nord, du Fouta, qui venaient de la zone Baol, qui venaient donc du Niambour, du Kador, et même de Dakar, allant vers ces populations forestières, ignorant des traditions et justes coutumes de cette région, ont commencé à déstabiliser, à détruire leur personnalité qui était liée à la forêt. Donc l'une des revendications, c'était ça. Pourquoi le gouvernement sénégalais, depuis Senghor et même Abdou Diouf, pousserait-il vers des colonisations rurales, à soutenir des populations arrivantes au détriment des populations autochtones? C'était ça, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que tout ça est lié à la problématique du développement agricole national, qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, cherchant soi-disant l'autosuffisance alimentaire, alors qu'il ne cultivait pas ce que les Sénégalais consomment, il cultivait ce que les Sénégalais exportent. Et c'est ça aussi la contradiction. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu ces premières révoltes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à Dakar, les urbains qui sont à Dakar, dont la seule représentation du Sénégal se limite à Dakar, ont interprété le conflit de la Casamance d'une telle manière que l'idée de l'indépendance est survenue. Je crois que ceux qui ont, sur le plan urbain, qui ne voient que Dakar comme seul espace vital du territoire sénégal, et dont le seul intérêt est la primauté de Dakar, sont aussi en partie responsables de ce qui se passe en Casamance.
vous connaissez aussi les questions liées à l'immigration. Est-ce que le Sénégal a une bonne politique d'immigration? Non, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Elle n'existe pas, elle n'a jamais existé. Depuis Senghor, Ouais. elle n'a jamais existé. Une politique doit créer un projet politique pour l'immigration, un projet de migration qui prend en compte les migrations qui partent et ceux qui arrivent au Sénégal. On ne peut pas gérer une politique internationale d'immigration sans créer le solde ou le basculement économique et social que créent autant des Sénégalais qui sont partis que les populations étrangères qui viennent au Sénégal. Pour qu'il y ait cette équation, pour voir en quoi les Sénégalais qui sont partis, quel déficit cela a apporté pour le Sénégal, ou quel plus-value cela a apporté pour le Sénégal, ceux qui sont arrivés au Sénégal, quel plus ou quel déficit cela a apporté pour le Sénégal. De telle sorte qu'à créer des outils de quantification, des outils de mesure, des outils de comptabilité publique qui permettent à la fois de mesurer les incidences et les impacts économiques et sociaux des migrations nationales et internationales. Cela n'existe pas. En plus, les impacts des migrations au niveau du pays, dans les rapports de nos régions, les unes par rapport aux autres, lorsqu'on voit des régions de grande immigration, que sont le Fouta, la région du Sénégal oriental ou la Casamance, maintenant le Bawol ou le Djambour, etc., les mouvements de population interne au Sénégal, qui viennent des régions allant vers ces pays, ces zones d'immigration, parce que les migrants qui sont originaires de ces régions, les apports financiers qu'ils apportent sur la problématique vers ces régions, créent une richesse nouvelle que d'autres populations vont vers ces régions pour chercher cet argent-là. Vous allez au Fouta, vous trouverez une migration importante venant des autres régions du Sénégal. Vous allez en Casamance et c'est pareil. Vous allez au Djambour aujourd'hui, avec la problématique économique nouvelle qui se crée, avec la création d'entreprises portées par des Moudou, crée donc une dynamique de migration vers ces zones qu'on ne connaissait. Mais il n'y a au Sénégal aujourd'hui aucune mesure de quantification, aucune outil de validation ou d'analyse qui permette effectivement de prendre ça en compte et de créer une dynamique de richesse que portent les migrations internationales. Ça, c'est le premier élément. On a créé des ministères, des institutions. Depuis le ministère depuis Fambaye Fall Diop en 1984, à aucun moment, le ministère des Sénégalais de l'extérieur n'a eu un budget. Le ministère des Sénégalais n'a jamais eu de budget. Sauf maintenant. Ouais. De tout temps, il a dépendu de la présidence de la République ou de la primature. Je le sais en connaissance de cause parce que j'ai travaillé avec chacun des ministres. Notamment Fabio Ndongo Dieng, Matassi Diallo, particulièrement Matassi Diallo, avec qui j'ai travaillé, que j'ai conseillé pendant un certain temps, et qui, même à un moment donné, avait donc souhaité me nommer comme directeur de cabinet de son ministère, pour pouvoir couvrir cette problématique des enjeux d'immigration. Je crois, compte tenu de ce que représente la migration sénégalaise, la diaspora sénégalaise, et compte tenu de ce que représentent les migrations qui viennent vers le Sénégal en termes d'apport économique, de consommateurs, de producteurs, d'acteurs économiques et sociaux, le Sénégal a intérêt à mettre en place un projet politique d'immigration nationale et internationale, ce qui n'existe pas pour le moment. Notre pays a aussi signé avec la France, comme un certain nombre de pays africains, les accords de gestion concertée des flux migratoires. Est-ce une bonne affaire, ça? C'est des accords signés dans le cadre de la contrainte, pour une simple raison que, pour la première fois, avec Nicolas Sarkozy, les migrations ont été replacées au cœur des rapports de coopération internationale. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le dossier de la migration était un dossier spécifique. Et aujourd'hui, pour créer une dynamique de pression et en capacité aussi de faire des pressions sur les États, donc Nicolas Sarkozy, quand il est venu, il a replacé l'immigration au cœur des enjeux de la coopération internationale, mais au cœur des enjeux de la coopération internationale qui répondaient à ses besoins de politique intérieure de migration en France. Voilà. Il faudrait relier les deux. Donc à partir du moment où le lien organique est créé entre la politique intérieure de la France en matière de migration et les enjeux de la coopération internationale que constituent ces migrations, donc les accords qui ont été signés par la France avec les États, ce sont des rapports de contrainte, parce que à aucun moment ces États-là n'étaient demandeurs. Ni le Sénégal, ni le Mali, ni les Comores n'ont été des États demandeurs de signature de conventions de co-développement. C'est la France, unilatéralement, qui a décidé qu'on mettrait en place des conventions de co-développement qui, au départ, n'étaient pas destinées à financer des projets de développement local. Ces conventions de co-développement étaient destinées à permettre aux migrants sans papier, déboutés de la circulaire Chevènement en 1997, ou déboutés de demandeurs d'asile, dans le cadre de la loi Rezada, de pouvoir donc disposer d'une pécule
autour d'un projet les accompagnant pour pouvoir rentrer chez eux. La convention de co-développement, au départ, quand elle a été conçue pour permettre une gestion plus rationnelle des flux migratoires dans le cadre de la gestion des sans-papiers, ceux qui sont déboutés à la fois en matière de droit d'asile ou ceux qui ont été donc refusés pour la régularisation des sans-papiers liés à la circulaire de chevènement en 1997 et au processus contenu de la loi des ADA. Voilà les enjeux. C'est après, quand des Sénégalais comme nous, j'ai été très étroitement associé à cette problématique de la mise en place de la Convention de co-développement. J'ai travaillé avec Samina Naïr là-dessus. J'ai travaillé avec Etienne Bouzba, qui était son directeur au niveau de la MICOMI quand elle a été créée, et que j'étais un peu à l'origine de la configuration des thématiques qui ont configuré après la Convention donc, de co-développement avec le Sénégal. Quand on m'a appelé, sur la base de mes travaux sur ces questions qui étaient connues, j'ai dit que s'il s'agit de renvoyer les CEPAP chez eux, il ne fallait pas compter sur moi. Je n'étais pas ça. Mais par contre, si on crée les conditions de réel développement gagnant-gagnant entre la France et le Sénégal, et au centre duquel les migrants seraient des acteurs potentiels principaux, je suis partant. Donc nous avons discuté de ces questions avec Etienne Bouzbach, qui permettait donc, sur la base des filières sur lesquelles nous devrions travailler pour amener les migrants à être des acteurs potentiels de développement économique social en finançant des activités rentables. Ces filières étaient 5. La filière du froid, la filière du transport, la filière industrielle, notamment des PME, PMI, tout ce qui touche à la filière des métiers de l'artisanat du bâtiment, et la filière économique et financière autour du microcrédit. Donc il y a eu une réunion à la MICOMI où avaient été invités un certain nombre d'associations représentatives que j'avais donc signalé à Etienne Bouzbach. Etienne Bouzbach, Etienne Bouzbach, c'était l'un des collaborateurs de Samina Naïr. Avant que Samina Naïr quitte la MICOMI, Samina Naïr étant le premier délégué interministériel au co-développement et à aux migrations internationales. C'est lui qui a mis en place la MICOMI. Après, il a été remplacé par d'autres. Ainsi de suite, jusqu'à la suppression de la MICOMI et donc l'arrivée de la nouvelle ambassade du co-développement qui a été créée par Raffarin, où donc un autre ambassadeur du co-développement a remplacé l'équipe socialiste. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu toute une série de jeux d'acteurs entre Sénégalais ou même des cadres sénégalais, parce que chaque délégué qui venait préférait choisir ses propres Sénégalais au détriment des autres. Voilà comment ça s'est passé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et des cadres sénégalais, qui sont beaucoup plus dans des logiques alimentaires, ont joué du ventre, sans pour autant se soucier de ce qui s'est passé. Dès l'instant, ils étaient en capacité de captation financière, donc ils ont cru qu'en jouant l'utile à l'agréable, ils étaient en capacité d'apporter d'eux. Ce qui fait que, du projet initial de partir des régions périphériques, le Fouta, la Casamance, la région du Sénégal oriental, notamment le département de Bakel, la région de Ndiambour, de Louga, qui était donc une poche importante de migration. Donc le deuxième Sénégalais, en l'occurrence le Seydou Gueye, qui est aujourd'hui donc le porte-parole de la PR Macky Sall, donc a proposé une autre démarche qui a été validée par la dernière équipe avant la dissolution de la MICOMI. La dernière équipe donc proposait de créer à Dakar une pépinière. Donc une pépinière qui permettrait effectivement de mettre en place un dispositif d'outils de création d'entreprises qui accompagnerait, en rapport avec le monde de l'organisation non gouvernementale sénégalaise, de résoudre les mécanismes d'accompagnement des Sénégalais qui étaient autour de projet. Voilà les enjeux. Et à partir de là, mais tout ça a été balayé. Le nouvel ambassadeur est venu, la convention a été signée, le fonds de 3 millions d'euros qui était mis en place a été aujourd'hui démultiplié parce qu'il est devenu très important. Une nouvelle dimension a été intégrée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on finance le développement local, mais à condition que dans la stratégie mise en place, que ce développement local soit facteur de gestion des flux migratoires. L'enjeu de la gestion des flux migratoires est une déterminante essentielle de cette convention de co-développement. Bon, je viens aussi un problème assez douloureux, important, on peut même dire, ce sont les difficultés dans les ménages sénégalais ici en France. Certains disent que les femmes changent beaucoup quand elles viennent ici. Certaines même n'hésitent pas à renvoyer monsieur de la maison. Comment analysez-vous cette mutation, Mamadou Deme? Il y a des responsabilités partagées. Oui. Certainement, ce que je vais dire ne plaira pas à beaucoup d'hommes. Mais il faut dire objectivement des choses telles qu'elles sont. Dans le cadre de mes activités professionnelles, je suis confronté à ces sujets-là. J'ai à gérer donc, ces situations familiales et souvent j'ai été amené à prendre des décisions.
importante en prenant en compte les intérêts de l'enfant. Si, au bout du compte, on arrive dans l'incapacité ou dans l'impossibilité de créer donc, une entente au sein de la famille. La France, il faudrait commencer par là, a un impact particulièrement important sur la représentation sociale et culturelle des Sénégalais. L'émergence de la France dans la survie économique et sociale du Sénégal a créé des conditions de rapport ou bien de liens familiaux qui, si la France n'existait pas, n'auraient pas lieu. Beaucoup de mariages se sont faits parce que c'est la France. Et beaucoup d'hommes, quand ils étaient ici en France, lorsqu'ils sont rentrés au pays, quand ils se sont mariés avec des femmes. S'ils n'étaient pas en France, ces femmes-là n'auraient pas accepté qu'ils les épousent. Une sorte de mésalliance. Voilà. Et ça, c'est un élément important pour comprendre les difficultés que rencontrent beaucoup de familles sénégalaises ici. Beaucoup d'hommes, quand ils sont rentrés au pays, avaient déjà leur épouse au pays. Quand ils sont arrivés, ils ont épousé des filles et des femmes rencontrées en milieu urbain qui ont utilisé le mariage comme stratégie d'immigration afin de pouvoir survenir aux besoins de leur famille qui étaient dans de grandes difficultés en milieu urbain, notamment à Dakar. Et qu'une grosse partie de ces femmes aujourd'hui qui ont mis leur mari à la porte sont de ce milieu-là. Sauf, bon, je n'en disconviens pas, mais ce ne sont pas seulement les Sénégalais qui vivent ces situations. Oui, mais pour le moment, je parle des Sénégalais. Mais la problématique urbaine sénégalaise n'est pas différente de celle de Bamako, ni de celle de Conakry. Parce qu'aujourd'hui, avec la mutation des migrations, qui font qu'à l'époque, il n'y a que les hommes qui partaient. Et aujourd'hui, ce n'est plus les hommes qui partent. Aujourd'hui, les femmes migrent et font venir leur mari. Il faut avoir en tête ça. Ce n'est plus les hommes qui viennent en France amener leurs femmes. Aujourd'hui, on a des femmes qui migrent et qui amènent leur mari. Des femmes qui quittent leur mari, vont en migration, arrivent en France ou dans des pays européens, et une fois qu'elles sont installées, elles deviennent des chefs de famille, elles procèdent à des regroupements familiaux pour faire venir le mari. Et le mari a le statut de rejoignant de conjointe. Ce qui culturellement pose une nouvelle problématique de relation dans le cas des ménages. Et qu'il y a aussi le fait que la population sénégalaise, elle vieillit, la migration sénégalaise vieillit, et que les rapports de relation d'âge entre les maris et les femmes sont des rapports assez échelonnés. Et que souvent on voit un mari à la retraite, alors que sa femme est encore jeune. Elle a à peine 30 ans, 45 ans, 40 ans. Que le mari qui à l'époque était en capacité, qui était la force centrale économique de la famille, arrivé à un moment donné, soit parce qu'il a été victime de restructuration industrielle, il est au chômage, il ne joue plus son rôle, soit il est arrivé à la retraite ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins, il perd son rôle, le statut de rôle de centralité, et que ce nouveau rôle de centralité est exercé par madame qui travaille. Et que le nouveau rapport que crée dans nos familles l'autonomie des femmes en matière économique et sociale est aussi une nouvelle donnée à prendre en compte. C'est que jusqu'ici, culturellement, les gens n'ont pas l'habitude que les femmes soient économiquement autonomes. Que les femmes ne soient pas dans une dynamique de capacité de portage d'une conduite centrale des affaires de la famille. Tout se base sur l'homme. Et aujourd'hui, il y a cette mutation qui est en cours. Elle est en cours en France. Qu'on le veuille ou non, elle est là. Donc à partir du moment où elle est là, comment mettre maintenant en place un travail d'accompagnement social qui permettrait à ce que ces familles-là, femmes et enfants, acceptent les nouvelles données familiales en France, de telle sorte que ces nouvelles données constituent le nouveau socle de communication à l'intérieur de la famille, parce que dans ces familles, il y a plusieurs dualités. Il y a la dualité entre le mari et la femme, mais il y a la dualité entre les parents et les enfants. Il y a la dualité entre le mari, le papa et les fils. Le problème influe naturellement sur l'éducation des enfants, Maman de Dame. Oui, dans la mesure où ces problèmes ne sont pas les seuls qui ont des conséquences importantes sur l'éducation des enfants. Nous sommes dans une configuration familiale qui n'est pas adaptée aux normes architecturales en Europe. Lorsqu'en France on construit selon des modèles architecturaux de familles nucléaires qui n'est pas celui de nos familles africaines. Dans un F5, qui généralement est considéré comme une grande famille,
où la femme, le monsieur et la femme ont 3 enfants, ça fait donc un F5. Voilà. Nous retrouvons dans ces F5 plus de 10 personnes, 15 personnes, 12 personnes, ce qui donc inhibe l'ensemble même des espaces vitaux de liberté ou de communication ou d'existence, d'évolution sociale à l'intérieur des appartements. Donc la taille des familles est un frein important à la capacité de maîtriser donc, une démographie dans l'espace logement, et que généralement la dimension géoculturelle du logement n'est pas prise en compte dans les normes architecturales. Donc les populations étrangères qui arrivent, confrontées à ces problématiques de taille non adaptées au logement, puis l'absence d'espace suffisant fait qu'une frange importante de la famille évolue dehors. Et quand elle évolue dehors, elle ne parle pas aux parents, elle ne parle pas aux mamans, elle parle à d'autres. Ce qui fait que les parents et les enfants vivent parallèlement les uns et les autres. Et que les parents et les enfants, nous on n'a pas l'habitude de regarder ce qui se passe dehors. Parce que le dehors que nous connaissions chez nous n'est pas dangereux. Et c'est là, il y a tout un travail à faire en matière d'accompagnement social, sur la notion du dehors, sur la notion de la rue, sur l'espace vital sociétal ou l'espace de quartier, que nous connaissons chez nous, qui n'est pas dangereux, mais qui est dangereux ici. Et même d'ailleurs qui est devenu dangereux chez nous. Parce que le monde est devenu un village. Et que les influences d'où nous vivons et par rapport d'où nous venons sont devenues interconnectées les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de ces différentes réalités. Je rencontrais quelques hommes qui me disent, écoutez, si on a des problèmes de menace, c'est à cause des assistantes sociales. C'est en partie vrai, c'est en partie faux. Parce que les assistantes sociales, quand elles gèrent le couple sénégalais, ou le couple africain, ou le couple migrant, ils ne prennent pas en compte la notion culturelle dans laquelle évolue ce couple. Les assistantes sociales ne connaissent pas les réalités culturelles africaines. Elles gèrent le couple en fonction des exigences françaises et en fonction du droit français de la famille. Et que ce droit français de la famille n'est pas forcément le nôtre. Il y a cet aspect-là. L'autre aspect des choses, c'est qu'aussi, lorsque les hommes disent qu'il y a les assistantes sociales, c'est vrai, c'est que souvent quand il y a un conflit en femme, automatiquement, les assistantes sociales, en tant que femmes, prennent fait cause pour les femmes et qu'il y a un mouvement important en matière de féminisme qui traverse le mouvement des travailleurs sociaux qui font qu'aujourd'hui on écoute beaucoup plus les femmes. Même la loi française protège beaucoup plus les femmes que les hommes en matière de conflit. Sauf maintenant, ces temps-ci, c'est beaucoup relativisé, notamment en matière de conflits conjugaux où les juges, de plus en plus, apprennent à prendre en compte un certain nombre de données, un certain nombre de réalités qui ne sont pas forcément seules que le fait que la femme est bousculée ou la femme est battue, etc. Ils prennent en compte aussi la dimension du mensonge dans la gestion du conflit. On a parlé, n'est-ce pas, des femmes. Maintenant, quelle est la responsabilité des hommes dans cette affaire? Les hommes, c'est pour cela que je dis que ce que je dirais ne plaît pas. Les hommes sont en partie responsables de ce qui est arrivé. Beaucoup d'hommes n'assument pas leur responsabilité. De père, de mari, de responsable de chef de famille. Lorsque un père n'assume pas ses responsabilités de père de famille, il crée les conditions de conflit. Et qu'il y a beaucoup d'hommes sénégalais en France qui n'assument pas cette responsabilité-là. Nous voyons des dossiers passer sous nos yeux. Quel genre de responsabilité, par exemple? Soyez plus explicite. On a beaucoup de pères de famille qui sont dans les jeux. Ou bien dans des pratiques qui font que lorsque les revenus familiaux ne sont pas destinés à la famille, vont ailleurs. Ou bien un père de famille qui est là, d'ailleurs c'est toute la problématique de l'immigration, d'ailleurs l'une des grosses difficultés, c'est qu'on est là, mais aussi on veut prendre en compte ceux qui sont au pays. On a vu des pères de famille privés de leurs femmes, privés de leurs enfants, des moyens, des revenus familiaux, pour prendre en charge ceux qui sont restés au pays. Ou épouser une autre... Ou bien épouser une autre femme. Et ça crée des conflits terribles. Les enfants, n'osant pas dire quoi que ce soit, ont toujours à cœur que leur père ne les aime pas, leur père prend en charge l'autre à leur détriment. Donc il y a tous ces enjeux-là. Mais comme que, en face, l'État sénégalais n'accompagne pas. L'État sénégalais ne suit pas. L'État sénégalais ne communique pas. L'État sénégalais ne crée pas des instruments d'accompagnement de la famille. L'État sénégalais n'accompagne pas sa diaspora. Et que rien n'existe, que ce soit au niveau de l'ambassade ou du consulat, qui montre des outils d'accompagnement de la famille sénégalaise dans ce processus-là, à la fois de formation, d'information, de sensibilisation, ou même d'anticipation et de prévention des conflits. Ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Donc du fait que ça n'existe pas, les Sénégalais se retournent vers d'autres qui ne connaissent pas leur culture, et ça pose problème. Et ça pose problème. Et ça pose d'énormes problèmes. Donc c'est la fin de cette émission. Merci Mamadou Dème, merci à vous qui nous suivez. Prochain rendez-vous dimanche.